Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour un nouveau live lecture, une nouvelle émission d'un livre au coin de l'écran. Ça faisait deux semaines, je crois, qu'on n'a pas fait de lecture, ça fait un petit moment déjà. Mais on reprend là où on s'était arrêté, donc dans la partie des motivations extrinsèques, et plus particulièrement sur la partie des effets des introjections. Il peut y avoir un besoin de proximité sociale et de compétences qui peut être comblé via les introjections. Quand l'individu les réussit, il va se sentir comme les autres, réussissant comme eux, ou il peut y avoir une inflation de l'ego et une comparaison sociale comme être supérieur aux autres, accompagnée de fierté. Mais ce comportement contrôlé est accompagné d'un conflit sous-jacent et de ressentiment. Ainsi, les relations sont teintées d'anxiété. Comme tout est conditionné à un résultat, cette fierté est passagère, l'anxiété revient vite pour un autre comportement demandé. L'esprit critique et la résistance à la manipulation sont mises à mal par les introjections. Valerand et Carducci, en 1996, ont étudié la force des raisons pour lesquelles les personnes s'informaient sur la politique. Les motivations à régulation introjectée pour la politique sont associées au fait de s'appuyer sur l'opinion des autres, à des émotions conflictuelles sur le résultat, et une vulnérabilité à la persuasion. Ah, j'ai du mal, dis donc. J'ai du mal. On voit que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de lecture. A l'inverse, la motivation extrinsèque à régulation identifiée, qui est autonome, était associée à une recherche active d'informations, à des positions politiques plus complexes et au vote. Kostner, Woolford, Paquet et Knight, en 2001, ont évalué les styles de régulation des personnes à s'engager dans des comportements écologiques, puis les ont soumis à des arguments anti-recyclage. Ces arguments étaient soit faibles, soit forts, faits par des communicants soit attractifs, soit peu attractifs physiquement. Se motiver avec autonomie, résister à la persuasion, qu'importe l'attractivité et les arguments forts. Les individus à introjection étaient vulnérables aux arguments anti-recyclage, surtout lorsqu'ils venaient de sources attractives. De plus, l'introjection est épuisante, fait baisser la vitalité, augmente l'anxiété. Ryan et collègues, en 1993, ont examiné le degré d'internalisation des valeurs et des comportements religieux, ici chrétiens, chez des étudiants d'un collège religieux, des adultes pratiquants et des adolescents évangéliques. La régulation identifiée à la religion était associée au bien-être, à l'estime de soi, tandis que les régulations introjectées pour la religion étaient liées au mal-être, à l'anxiété, à la dépression, à la somatisation. Ce mode de régulation n'est pas dû au fait que la personne ne ferait pas un effort d'internalisation. Les environnements sociaux ont causé, sans forcément le vouloir, ce mode de régulation. La SDT suggère que l'éducation parentale autoritaire, notamment via le châtiment corporel, ne conduit pas à une intériorisation des contenus demandés, mais amène au mieux à des régulations externes ou introjectées. Il en va de même pour un regard conditionnel, n'avoir de l'attention, du respect des parents qu'après avoir répondu à leurs attentes, à leurs ordres, via des réussites définies, conformes. Assor et collègues, en 2004, ont interrogé des étudiants universitaires sur les pratiques de leurs parents, en particulier sur leur utilisation du regard conditionnel, pour les motiver durant leur enfance. Pour lui, les parents avaient un regard conditionnel sur les domaines variés comme les études, les comportements prosociaux, le sport, etc. Plus les étudiants ressentaient de la honte et de la culpabilité face à l'échec, une satisfaction de très courte durée après une réussite, une estime de soi contingente. L'estime n'est là que s'il y a réussite, conformité dans un domaine, et un sentiment de rejet et de colère vis-à-vis des parents. Certes, les comportements introjectés sont réalisés, mais dans une ambiance affective négative et n'amenant pas à un bien-être. Moller, Roth, Niamek, Kanat Maimon et Dessy en 2018. Je sais pas du tout si je prononce bien les noms, par contre. Je suis une catastrophe pour prononcer des noms. J'espère bien les prononcer, mais si ça se trouve, je suis en train de massacrer leurs noms, les pauvres. Lorsque des adolescents ont été exposés fréquemment à un regard conditionnel par leurs parents, sachant que le regard conditionnel amène à une régulation introjectée, ils ont des attachements moins sécurisants avec leurs parents, mais également avec leurs partenaires amoureux et leurs amis. Le regard conditionnel et donc la régulation introjectée se généralise à toutes les relations sociales. Toutes les relations sociales sont en quelque sorte devenues source de honte potentielle, de culpabilité, ou visant à atteindre des standards prédéterminés et conformistes. Au vu de tout cela, on peut se demander si une motivation autonome est possible, tant l'environnement social semble avoir une emprise directe sur notre comportement.
régulation externe, et même sournoise, régulation introjectée. En ce sens où les personnes à introjection pensent que leurs introjections sont leurs véritables désirs, leurs valeurs, leurs besoins, et s'emploient, sans nul besoin de tyrannie externe, à se conformer aux introjections, quitte à oublier leur moi, à passer à côté de celui-ci, à le dénier, à l'évincer, au profit d'un rôle conforme aux attentes. À noter quand même que même la réussite des introjections, conformément à ce qui est attendu, ne génère pas de la joie. Le sentiment de valeur que peut ressentir la personne ayant suivi son introjection résulte d'une fausse estime de soi, un moi artificiel, qui n'est pas celui de la personne, qui dépend de l'affichage continu de caractéristiques et de comportements, plutôt que lié à un sens de soi et de sa vie. Autrement dit, l'individu est un acteur continuel d'un rôle qui ne lui plaît pas profondément, qu'il a adopté pour être inclus, pour ne pas être rejeté. L'autonomie et l'autodétermination sont-elles possibles lorsqu'il s'agit d'accepter des requêtes de l'environnement social, ou qu'il n'y a que la motivation comme porte de sortie pour vivre ses valeurs? Peut-on être libre en acceptant certaines influences, requêtes de l'environnement social, ou n'est-ce pas là perdre toute autonomie? Alors je vais faire un parallèle qui peut être peut-être un peu bancal, mais par rapport aux vidéos qu'on a vues tout à l'heure, justement, on parlait du fait que, parce que du coup, pour ceux qui sont sur la VOD YouTube, en fait, nous faisons en première partie de live du React sur des vidéos généralement politiques, de reportages, ce genre de choses. Et tout à l'heure, nous avons regardé donc une vidéo sur le colonialisme et sur le fait que le colonialisme est un peu beaucoup les racines du fascisme. En tout cas, il y a des gros liens entre les deux. Et le truc, c'est qu'on a notamment évoqué l'idée de pourquoi, alors qu'on sait que factuellement c'est de la merde, le colonialisme, l'impérialisme, le capitalisme en général, que ça n'amène qu'à des attentes qui ne sont pas répondues, qui ne peuvent pas être répondues en fait par ces modèles-là, puisqu'il y a toujours forcément des systèmes de domination qui se mettent en place, et donc des gens dominés qui du coup en souffrent, qui sont en général la majeure partie, puisque le fonctionnement même du capitalisme amène à avoir des personnes de plus en plus réduites qui ont de plus en plus, donc forcément la plus grande partie des gens n'ont rien, même pas le minimum vital, et que du coup forcément c'est très problématique. Finalement moi je vois un petit peu un lien là, c'est peut-être bête, mais justement sur ce côté où on disait mais comment ça se fait que les gens ils voient que ça va pas et pourtant ils continuent à participer au système. C'est un peu ça en fait, c'est qu'ils voient que ça va pas, mais c'est tellement en fait dans notre manière de fonctionner, c'est tellement en fait considéré comme étant nos valeurs, notre mode de fonctionnement, notre vision, et un modèle que finalement qu'on valide parce qu'on le fait et parce qu'on a toujours appris à le faire, que même si on voit qu'on n'y est pas heureux, même si on voit que notre estime de soi n'est pas satisfaite, que même quand on a un bonheur, il est très très passager, parce que là on a réussi un truc, mais qu'en fait après derrière on est tout de suite pas très bien, parce que ça ne répond pas à nos attentes vraiment, ça répond pas à nos besoins réels. C'est un peu la même chose en fait dans le sens où j'ai l'impression que c'est un modèle où on nous a fait croire que c'est le modèle qu'il faut, et que pour beaucoup de gens, ils ont conscience que ça va pas, mais c'est le modèle qu'ils connaissent, c'est le seul modèle qu'ils connaissent, et c'est le seul modèle où on leur a toujours appris qu'il fallait l'intégrer et qu'il fallait faire avec. Moi je me souviens, et je continue à l'entendre en plus de manière récurrente, mais je me souviens notamment de mon père qui m'avait sorti une fois que pour lui c'est le moins pire des modèles. Donc du fait que c'est le moins pire, c'est celui qu'on doit garder. Sauf que du coup ça occulte toutes les possibilités différentes, en fait. Et c'est là où on voit qu'il y a presque un... c'est une idéologie qui se répand et qui prend la place, si on prend le cas du capitalisme, mais c'est un peu le même genre de mécanisme dans le sens où on ne voit pas ce qui pourrait nous convenir. Alors qu'on voit bien que là ça nous convient pas, on n'est pas capable de voir ce qui pourrait mieux nous convenir. On se dit que finalement, c'est pas si horrible que ça, il y a pire ailleurs, et que finalement on peut quand même le garder parce qu'on l'a justement introjecté. En fait, on l'a gardé en nous, on nous l'a injecté par la socialisation, par l'éducation, par plein de choses, par les références culturelles. Quand vous regardez des films, il y a plein de trucs où moi je pète un câble. Là, par exemple, en ce moment sur la chaîne, on fait du Dying Light. Et je pète un câble sur un des personnages qui normalement est mort maintenant. J'espère. J'espère que t'es mort, Akon. Sache-le. Euh, mais si Akon n'est pas mort, je suis très triste. Mais pour le coup, Akon a plein de phrases qui sont extrêmement normatives. Il a des phrases et des blagues que moi je qualifierais de gros sexisme de merde validiste pourri, mais en l'occurrence ce sont des phrases qui sont tout à fait typiques, qu'on entend partout, dans les médias, dans les films, dans les livres, on les lit, dans énormément de choses. En fait ce sont des idées et une vision des choses qui est vue comme basique, comme normale. Et du coup ça s'introduit, et c'est comme ça que vous avez des systèmes oppressifs qui se mettent en place, qui se maintiennent en place. Par exemple le sexisme, c'est pas sans raison. Oh, bonjour Azalaïs. Merci beaucoup pour le raid, bienvenue, bienvenue à vous quatre. Tu arrives sur le moment où je râle, comme d'hab.
On est en train de faire un live lecture, on est en train de lire En toute puissance de V6, du coup de la chaîne Horizon Gull et du blog Hacking Social. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas mis la commande, mais je vais mettre ça dans le titre. Hop, là on est en lecture, pouf, on va changer ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Hop. Et on va venir mettre Hacking Social, comme ça, parfait. Voilà, vous avez la commande, point d'exclamation HS, qui vous donne donc accès directement à la chaîne YouTube Horizon Gull et au site internet Hacking Social, qui contient énormément de ressources très utiles et vraiment très bien. On a fait du Pokémon Arceus, j'ai fini l'histoire principale. Ah, bah j'espère que t'as bien aimé, j'espère que t'as bien aimé. Là, du coup, moi, j'étais en train de critiquer le capitalisme, le sexisme et tout ça, parce qu'en fait, on est en train de parler dans cette partie des motivations extrinsèques. Autrement dit, des motivations qui proviennent de l'extérieur. Qu'est-ce qui fait qu'on est motivé à faire tel ou tel truc en ayant une motivation qui, du coup, à la base, ne vient pas de nous, de notre besoin, mais de celui, en fait, de personnes, de personnes, de systèmes extérieurs, et qui nous font intégrer, en fait, ces motivations. Et là, plus particulièrement, on est donc sur les introjections qui peuvent en fait nous faire croire que c'est ce que nous on veut, mais qu'en fait non, c'est pas ça, ça vient pas de nous, et que ça produit notamment des dysfonctionnements comme par exemple une estime de soi très faible, parce que bah, du coup, comme c'est pas ce qu'on a besoin, même quand on réussit, en fait, on est content sur le coup quand on a réussi ce qu'on voulait faire, mais au final, ça ne reste pas dans le temps, ce n'est pas constant. Et en fait, notre estime de soi, elle est fictive. La satisfaction de l'estime de soi est très fictive parce qu'en fait, on est conditionné, par exemple, par les attentes des parents, par les attentes en éducation, quand on a eu des cours où justement on nous a mis sur le résultat et non pas sur ce que ça peut vraiment satisfaire et ce que ça peut vraiment satisfaire chez nous, mais seulement sur des résultats, sur une notation, sur des attentes qui proviennent de l'extérieur. Et ben malheureusement, on est dégoûté derrière, même quand on réussit, au final, on reste dégoûté parce que on se dit tout de suite, c'est quoi le prochain truc que je dois faire? C'est quoi la prochaine chose que je dois réussir? C'est quoi la prochaine attente? Et est-ce que je vais réussir à la faire? Et tant qu'on n'a pas réussi, et ben on n'est pas satisfait. Sauf que du coup, dès qu'on a réussi, et ben on passe déjà sur une autre, puisque du coup, on est conditionné à réussir quelque chose. Pour changer, oui, bah, on est une chaîne un peu de gauche, un peu contestataire seulement, un peu. C'était cool, mais il y a encore plein de trucs à faire. Ça a l'air intéressant, mais je peux pas rester. Il faut manger. Donc à plus et bon appétit à toi. J'espère que tu mangeras bien. Merci énormément pour le raid. J'espère que vous passerez un bon moment pour ceux qui sont arrivés. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, vu que je me fais raider assez régulièrement par Zalaïs, normalement, vous savez, on est une chaîne plutôt très à gauche. Genre beaucoup très à gauche. On aime bien faire des sciences sociales, donc là on fait la vulgarisation de sciences sociales par de la lecture. D'ailleurs, vous êtes sur YouTube, voilà, YouTube vous voit. Enfin non, YouTube vous voit pas, mais YouTube est là, YouTube est caché. Techniquement, si je fais ça, là YouTube vous voit. Voilà, là YouTube, tu peux voir Twitch. Et ça c'est beau, voilà. Donc Fougère de Twitch, bonjour, Fougère de YouTube, bonjour. Enfin voilà, vous pouvez vous échanger des petits bonjours si vous voulez. Mais pour le coup, on fait donc des lives de lecture de sciences sociales et voilà. Bonjour YouTube, viens sur Twitch. Oui voilà, c'est une bonne phrase. Et oui, YouTube, viens sur Twitch. Viens sur Twitch. Je suis une fougère très convaincante, sache-le. Et puis hop, on repasse là-dessus. Du coup, je vais continuer, on arrive à la partie 5. Peut-on être autodéterminé en ayant des motivations extrinsèques? Régulation identifiée, compartimentée, intégrée. La grande interrogation des chercheurs de la SDT était de savoir s'il était possible qu'une personne soit autonome avec une motivation extrinsèque. Celle-ci provenant d'une requête directe ou indirecte de l'extérieur, on pourrait imaginer cela impossible, étant donné que la détermination initiale ne vient pas de l'individu. Or, il peut internaliser, c'est-à-dire faire sien les contenus proposés par l'extérieur, les personnaliser, les développer. Ce qui semble être une excellente chose au regard de l'autodétermination en général, puisque c'est une appropriation créative, autodéveloppante. Et c'est effectivement le cas pour les contenus extérieurs vertueux, comme tout ce qui a trait à la pro-socialité, tout ce qui aide les compétences à se développer, aide les environnements sociaux à collectivement nourrir les besoins de tous, etc. Mais qu'est-ce qui se passerait si l'individu avait internalisé avec excellence des comportements horribles et était autonome avec ceux-ci? Ce n'est pas une question anodine, on va le voir, puisqu'elle nous amène à penser à la nature de l'homme, à questionner la virtuosité ou non de l'autodétermination. Si l'autodétermination est possible pour des comportements abjects, alors c'est assez désespérant. L'environnement social pourrait difficilement la changer, puisque l'individu se sentirait heureux du comportement abject, le ferait sans que ce soit déterminé par manipulation ou par exploitation.
Ainsi, peut-on être motivé pleinement pour le pire? C'est ce qu'on verra notamment avec la question de la régulation identifiée compartimentée. La régulation identifiée. Lorsqu'un comportement est demandé par l'environnement social, les personnes à régulation identifiée vont le faire parce qu'elles considèrent que le comportement a quelque chose d'important pour elles, a de la valeur pour elles, ou trouvent l'activité signifiante. Il y a compréhension du comportement demandé et acceptation personnelle. Prenons par exemple un environnement social qui instaurerait une sorte de jeu récompensant l'aide à autrui, comportement prosocial. Un individu à régulation externe pour ce jeu n'aurait des comportements prosociaux que lorsqu'il y aurait des récompenses, et il s'arrêterait lorsque le jeu prendrait fin, parce qu'il n'y a pas du tout internalisé la valeur du comportement prosocial. Ou encore, parce qu'il est en incapacité de comprendre le comportement, ou parce que l'environnement a été si autoritaire que cela a dégoûté d'être prosocial. Un individu, à l'introjection, jouerait le jeu ou arrêterait à sa fin. Mais il se dirait que s'il n'est pas prosocial, il va être mal perçu, qu'il doit être prosocial, qu'il ne doit pas être aussi nul que les non-prosociaux, qu'il faut le faire, sinon on va le lui reprocher. La valeur du comportement prosocial n'est pas intégrée, puisque l'individu fait le comportement pour éviter des atteintes à son ego, parce qu'il a une estime de lui-même basse, ou encore parce qu'il gonfle son ego par compétition et comparaison sociale. En régulation identifiée, la personne continuerait le comportement prosocial, qu'importe qu'il y ait le jeu ou non, récompense ou non, car elle trouve que son comportement est important, a de la valeur, elle s'identifie à ce comportement, au fait d'être une personne prosociale. Elle se voit comme une personne devenant de plus en plus prosociale grâce à ce comportement qu'elle veut personnellement continuer. Cette motivation est généralement beaucoup moins conflictuelle que l'introjection ou la régulation externe. Le comportement ou la valeur adoptée est beaucoup plus stable dans le temps, plus persistante, demande moins d'énergie mentale, moins d'accompagnement relationnel. La personne n'a pas besoin de récompense sociale ni d'être vue en train de faire le comportement pour en tirer satisfaction. Attention, lorsque les chercheurs parlent d'identification, il ne s'agit pas de l'identification comme la notion peut être employée en psychanalyse, c'est-à-dire avoir une relation privilégiée avec une personne et donc s'identifier à cette personne qui devient un modèle. Ici, la personne s'identifie à des valeurs en fonction de leur harmonie avec ses propres besoins, avec ses propres objectifs, avec ses propres autres valeurs. L'entourage de cette personne en régulation identifiée joue un rôle dans l'internalisation, en valorisant le comportement, en montrant son harmonie. Il est facteur d'influence. Il est facteur d'influence. Ah oui, pardon. J'avais compris influence, mais non. Du coup, j'ai dit la bête. Il est facteur d'influence positive sur l'internalisation, mais il n'est pas à l'origine de cette internalisation. C'est la personne qui internalise elle-même. Cependant, cette internalisation n'est pas totale, car la personne n'a pas encore vérifié la compatibilité de ce comportement adopté avec tous les aspects de son existence, de son identité. Parfois, ce n'est pas grave, car l'internalisation finale sera effectivement en harmonie avec la personne. Mais parfois, également, cette identification va être compartimentée, fermée et défensive, ce qui savait pire que l'introjection. La régulation identifiée, compartimentée. Parfois, la personne s'identifie à un comportement, c'est-à-dire elle se pense comme une personne qui fait ce comportement. Par exemple, une personne suit le code de la route, car elle s'estime être un conducteur responsable, car c'est l'identification à un conducteur responsable qui la motive. C'est une régulation plus durable dans le temps, plus efficace, plus autonome, puisqu'elle ne dépend pas directement de l'intervention de l'extérieur. Qu'il y ait des témoins de la conduite du conducteur ou pas, il suivra le code de la route. Mais une identification peut être fermée, rigide, défensive, compartimentée, ce qui en fait ressemble davantage à une introjection, qui serait encore plus ancrée dans la personne avec tous les conflits que cela suppose. Par exemple, ce conducteur, qui suit le code de la route, en identification compartimentée, préconiserait de mettre en prison ferme ceux qui refusent d'obéir au stop, dirait qu'ils sont des monstres, voire irait lui-même surveiller la route à côté de chez lui et dénoncerait toutes les atteintes au code de la route. On voit qu'il y a un problème avec l'affirmation de cette identification, qui ressemble à une introjection prise en main par la personne d'une façon violente. On va voir que c'est sans doute parce qu'il y a un conflit entre cette identification et d'autres dans l'individu, notamment avec cette expérience. Weinstein, Ryan, Dehan, Pribilski, Legate en 2012 ont postulé que lorsque des individus grandissent dans des environnements menaçant l'autonomie, ils peuvent être empêchés d'explorer et d'intégrer certaines valeurs ou identités potentielles, et en conséquence ils sont plus enclins à compartimenter certaines expériences qui sont perçues comme inacceptables.
Comme l'homosexualité est stigmatisée, l'hypothèse des chercheurs a été que les personnes qui ont grandi dans des environnements sapants ou frustrant l'autonomie pourraient être plus enclins à compartimenter leur attirance pour le même sexe autant aux autres qu'à eux-mêmes, ce qui conduit à des processus défensifs. Les 4 études des chercheurs ont consisté à voir le soutien parental de l'autonomie des personnes, prendre note de leur identification sexuelle, puis mesurer leur orientation sexuelle implicite grâce à des tests d'association implicite. Ces tests se basent sur les temps de réaction, sans que la personne puisse avoir le temps de mettre en œuvre des mécanismes de défense. Résultat, il s'est avéré que plus l'environnement paternel avait été contrôlant et homophobe, plus il y avait une forte différence entre leur hétérosexualité annoncée et les mesures implicites montrant leur attirance sexuelle pour les personnes du même sexe. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas cohérents dans la forte hétérosexualité annoncée, alors qu'ils avaient pourtant des désirs homosexuels. En plus, pour protéger cette identification compartimentée, ces individus préconisaient plus d'agression envers les homosexuels. Autrement dit, cette identification hétérosexuelle était fortement ancrée dans ce qu'ils annonçaient, mais elle était ferme, défensive, parce que ces individus avaient des désirs et des besoins sexuels homosexuels, contrairement à ce qu'ils annonçaient. Ce qui entraînait des processus défensifs, c'est-à-dire qu'ils défendaient l'identification hétérosexuelle en préconisant l'agression des homosexuels. On voit là comment une projection sur la société de leur lutte interne contre leurs propres désirs et leurs envies. Ça vous fait des échos, c'est normal. C'est normal. Je me permets juste un petit décalage. Quelqu'un m'envoie un message. Qu'est-ce que c'est? Ah, non, c'est rien. Je me fais spam pour des conversations de jeux de rôle. Pour reprendre notre exemple assez idiot du conducteur en identification fermée, il semblerait que cette identification rigide au code de la route, au fait d'être un conducteur responsable, cache peut-être une soif de ne pas respecter le code de la route, peut-être une envie plus générale de se libérer de certaines règles. Pour une raison qu'on ignore, il lui est impossible d'apparaître comme étant en acceptation tranquille avec le code de la route. Il a besoin d'affirmer de façon violente son identification, parce qu'elle est conflictuelle en lui, et pour cela, il s'attaque à ceux qui ne l'ont pas. Ce n'est pas qu'une hypocrisie, comme par exemple s'affirmer écolo et faire le contraire, ce qui serait plus lié à des introjections ou des orientations contrôlées, des situations d'implication de l'ego. Généralement, même dans ces cas d'hypocrisie, la personne n'a pas besoin de réaffirmer violemment cette identification écolo en agressant ceux qui ne le sont pas. Souvent, les identifications faites pour des raisons de valorisation sont très rapidement perçues comme contradictoires, l'action étant contraire à l'affirmation. Ici, dans l'identification compartimentée, l'action n'est pas contraire à l'affirmation. Au contraire, puisque l'individu fait le comportement, et plus encore, il part en guerre violente contre ceux qui ne le font pas, avec une violence démesurée. Il a besoin de maintenir l'image que lui apporte cette identification, y compris en la prouvant par la violence sur autrui, parce qu'il y a un conflit avec ses autres identifications ou besoins. C'est comme si par exemple être carniste était une identification glorifiée dans la société, la seule valide, mais que l'individu avait faim de nourriture exclusivement végane, la désirait en secret, et que pour combattre cette faim et ses désirs, il attaquait les véganes. Selon les chercheurs, c'est l'une des régulations ayant les conséquences les plus graves, et les seules pour lesquelles il est le plus difficile de trouver des solutions, étant donné la part d'autonomie qui accompagne ce type de motivation. Malheureusement, il y a peu d'autres recherches ayant étudié l'identification compartimentée, la formulation de celle-ci étant théorique. Cette expérience, et l'expérience clinique, montrant très souvent des patients soumis à ce genre d'introjection encore plus rigidement ancrées que l'introjection habituelle. Là, c'est vrai que ça fait gros écho avec beaucoup de choses en vrai. Ça fait beaucoup d'écho avec beaucoup de choses. Quand vous voyez par exemple des personnes ultra racistes et qui pourtant, parfois, quand vous creusez un petit peu, vous vous rendez compte qu'en fait, ils vont consommer par exemple du contenu pornographique avec des personnes de couleur. Par exemple, si on prend le cas du coup de racistes blancs, c'est toujours très comique, hein, c'est toujours très très comique. On repense notamment à tous les cas qui ont été répertoriés par l'histoire, où vous avez des fameux propriétaires d'esclaves qui avaient un comportement très violent, très raciste, très violent envers leurs esclaves noirs, mais qui derrière, par contre, couchaient avec leurs esclaves, les violaient sans aucun souci, quoi. Et là, tu te dis, attends, comment ça se fait que tu as du désir et des besoins physiques a priori avec des personnes de couleur, alors que par contre, la journée, tu les massacres et tu montres à quel point ce sont des êtres inférieurs. Comment est-ce que tu peux à la fois concilier cette vision de vous êtes des bêtes, vous êtes dégueulasses, faut même pas vous toucher, faut même pas que vous touchiez ma nourriture, mais par contre, à côté de ça, tu t'abaisses du coup dans ta vision à coucher avec eux. Enfin,
il y a quand même énormément de comportements dans la société. Pareil avec tout ce qui est rejet de l'homosexualité, juste avant, qui ont été évoqués. On a exactement le même genre de cas, où vous avez des personnes qui sont ouvertement et très violemment homophobes, et puis finalement, quelques années plus tard, on se rend compte que certains, et ben finalement, en fait, c'était des homosexuels refoulés, qui justement, parce qu'ils étaient refoulés, avaient ce comportement ultra violent. C'est vrai que c'est assez, ça fait écho à beaucoup de choses, mine de rien. Ça fait écho à beaucoup de choses, et c'est pas mal intéressant du coup de le voir. C'est dommage par contre que ce soit aussi peu travaillé a priori, parce que ça semble dire que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de recherches sur ces situations-là. Je vous avoue que moi, c'est pas du tout le domaine sur lequel je suis parti, donc j'ai très peu de connaissances, on va dire, académiques sur ça, parce que ça n'a pas du tout été mon domaine d'études et ça n'a pas du tout été mon domaine de recherche. Donc j'avoue que c'est des choses que j'ai vu passer en référence par-ci par-là, très loin. Ça me remonte à des vieux cours. Je me souviens de quelques cours, effectivement, notamment de psychologie clinique. On avait parlé justement du désir refoulé et du fait qu'on avait des comportements extrêmement toxiques, extrêmement violents de la part de personnes qui, en fait, au final, étaient des homosexuels refoulés. J'ai deux, trois souvenirs comme ça, qui remontent encore une fois à bien une bonne dizaine d'années. Ouais, une bonne dizaine d'années maintenant. Donc pour le coup, ça remonte à très loin, mais j'ai pas du tout étudié ça, j'ai pas du tout eu de recherche à faire là-dessus. C'est vrai que c'est pas du tout mon domaine, mais je trouve ça vachement intéressant et vraiment dommage que du coup il n'y ait pas a priori plus de recherche que ça. C'est assez triste, c'est assez triste. Mais en vrai, c'est souvent le problème, hein, de toute façon. C'est que c'est des domaines de recherche où il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à étudier, mais on n'a pas forcément les financements. Vous savez qu'assez régulièrement sur la chaîne, je critique très fortement le modèle de recherche qui est fait en France, les financements des recherches qui sont faits en France, que je trouve être une honte sans nom, parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui ne vont pas dans la manière dont ça fonctionne, et c'est vraiment très problématique pour moi à plus d'un niveau. Et en plus, là, aujourd'hui, on voit que les recherches sont encore plus attaquées. Justement, les académies sont encore plus attaquées par les politiques. Quand vous voyez des gens comme, comment elle s'appelle déjà, la ministre, la ministre de la Recherche, j'ai Buzyn en tête, mais je sais plus si je confonds avec celle qui était ministre de la Santé. Non, je crois que c'est Agnès Buzyn, hein. Attendez, oh, j'ai un doute. Oh, j'ai un doute. Bref, vous avez Blanquer et sa pote qui sont en train de râler et de faire chier avec justement les fameuses libertés de recherche, en disant que bah non, en fait, ils n'ont pas le droit de rechercher partout parce que c'est avec un prisme de vision de sale gauchiste, tout ça, parce que justement ça va pas dans leur sens, hein, tout simplement. Ça met en avant et ça met surtout en lumière les mécanismes de notre société et de, par exemple, le patriarcat, de, par exemple, le racisme, de, par exemple, énormément de discriminations diverses et variées auxquels ils participent, parce que eux, ils sont du bon côté de la ligne, hein, pour ainsi dire. Et ça les dérange très fortement que y ait des gens qui viennent pousser des recherches là-dessus. Et on voit que justement au niveau des financements, c'était déjà un problème depuis pas mal d'années. Quand vous voyez que quand vous proposez des recherches, parfois vous avez le laboratoire qui va vous dire ah bah non, en fait on filera pas les financements, tu le fais sur tes propres deniers, démerde-toi. Là, ça complique vachement les choses en fait, hein. Ça complique vachement les choses pour faire des recherches. Si vous n'avez pas de financement, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. À plus forte raison quand en plus vous avez des freins institutionnels qui viennent se mettre en place parce que vous avez des volontés politiques qui vont faire dire par exemple à votre directeur de laboratoire, vous n'allez pas faire de recherche sur ces domaines-là parce que ça nous dérange, parce que ce sont des personnes qui sont mises en place, qui sont payées par les institutions qui du coup sont mises en place, sont payées, sont largement, on va dire, copains avec les politiques. Si politiquement parlant ça passe pas, croyez-moi que votre directeur il va vous dire non, non, tu vas pas aller chercher ça. Tu vas pas aller voir ça, hein. Moi je l'ai déjà vu parce que notamment au niveau des politiques justement, on avait une injonction à ne pas faire de recherche et à ne pas travailler sur l'institution qu'était la faculté et l'éducation nationale. On avait une interdiction totale en tant que laboratoire de psychologie sociale d'étudier le fonctionnement de la faculté ou de l'éducation nationale en général. Ce qui est quand même étonnant. Ce qui est quand même étonnant, sachant qu'on est un laboratoire de psychologie sociale, du travail et des organisations. Normalement, notre sujet d'étude, c'est les organisations de travail. Enfin, c'est genre l'éducation nationale, qui est une organisation de travail, est tout à fait sujet à être étudié. Et pourtant, parce qu'il y a des volontés politiques que justement ne viennent pas voir comment est-ce que ça fonctionne et qu'on ne vienne pas surtout donner d'avis critiques sur comment ça fonctionne, et ben en fait, nous, en termes de recherche, on était complètement bloqués. On n'avait pas le droit. On avait des véritables menaces par le doyen de la faculté, notamment à l'époque, qui nous disait concrètement, vous ne cherchez pas
quoi que ce soit, vous n'observez pas l'éducation nationale et à plus forte raison l'administration de la faculté, vous ne regardez pas, vous ne faites pas de recherche, vous ne faites pas d'études sur nous, sinon vous êtes foutu dehors, sinon votre fin de contrat elle va arriver très très vite. Et notamment pour tout ce qui est les doctorants qui sont en CDD renouvelés, notamment enfin pas que les doctorants aussi, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont contractuelles, donc qui sont avec des contrats à court, et ben on vous dit très clairement, si vous faites ce genre de recherche, votre contrat il va pas se renouveler, hein. Donc du coup, tu fais quoi à ce moment-là? Bah, tu cherches pas, hein, forcément tu ne cherches pas. Et ça, c'est vraiment un gros problème dans la recherche en France, c'est pas qu'en France, hein, d'ailleurs, je présume qu'il y a probablement le même genre de problème à d'autres endroits, mais moi c'est un truc que j'ai constaté ici en France, c'est quand même extrêmement discutable du coup. En termes de recherche, ça pose quand même gravement problème, je trouve. Mais bon, j'ai eu un bip bip, qui c'est qui m'envoie un bip bip? Ah mon dieu, d'accord. Ok, c'était une blague très nulle. Oh, je ne vais pas regarder cette... J'ai vu cette blague très nulle et j'ai eu l'impression de voir Céron. Céron, j'ai eu l'impression que tu étais dans la conversation qui fait des blagues nulles. C'est très mal. C'est très très mal. Bon, bref. Suite à cet aparté sur la recherche, je reprends. La régulation intégrée. La personne autodéterminée pourrait se définir comme ayant une orientation autonome, ses aspirations intrinsèques étant à la fois fortement motivées intrinsèquement par certaines de ses activités et à régulation intégrée pour certaines de ses activités à motivation extrinsèque. La régulation intégrée est la forme de motivation extrinsèque la plus autonome, car les valeurs, les comportements adoptés sont en congruence avec le moi de la personne, remplissent ses besoins, ses attentes, ses désirs. Hop, excusez-moi, ce que j'ai mangé passe pas très bien. Ces valeurs et comportements adoptés ne sont pas en contradiction entre eux. Ils forment une harmonie persistante dans le temps. C'est entièrement authentique. L'intégration suppose que la personne a vivement réfléchi à la valeur du comportement adopté, a réfléchi à son rapport avec cette valeur sans tabou et avec sincérité. Ainsi, elle a éliminé toutes les valeurs, comportements, actions qui n'étaient pas compatibles avec ses désirs, ses attentes, ses valeurs, ses besoins. En cela, la régulation intégrée est peu possible chez l'enfant, car cela nécessite une maturité, des réflexions dites par les chercheurs d'ordre supérieur. Cela demande des compétences cognitives fortes, des capacités à engager et lier des connaissances tant intellectuelles qu'intérieures, à développer une sagesse qui dépend tant de l'intelligence cognitive que socio-émotionnelle, à pouvoir explorer son expérience de façon pleinement consciente, etc. On notera bien, hein, c'est un point qui est important, c'est marqué peu possible, pas impossible. Ça, c'est aussi un problème que souvent je vous mets en avant parce qu'on a déjà eu des articles où on a parlé de ça, justement. On a une tendance vraiment trop prégnante à considérer que les enfants ne savent rien, ne peuvent pas savoir, sont forcément immatures et forcément vont dépendre de ce qu'on leur apporte. Et c'est hautement discutable en fait, ça va dépendre d'un enfant à un autre. Oui, vous avez des enfants qui ont besoin de vous, et vous avez probablement une grande majorité d'enfants parce qu'ils sont à différents stades d'évolution, qui fait qu'ils ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin d'avoir une présence, d'avoir un guidage, mais il faut que ça vienne d'eux en fait, ce besoin de guidage. C'est pas à vous de l'imposer en fait, parce qu'en contrario, vous avez tout un tas d'enfants aussi qui ont les capacités cognitives, qui ont les capacités, on va dire, de maturation nécessaires à pouvoir faire le cheminement qu'ils ont envie. On l'a vu d'ailleurs dans une des présentes lectures qu'on avait, où justement sur les classes, il y avait une manière de faire des classes particulières, et l'enseignante, justement, n'avait pas respecté le besoin de l'enfant d'apprendre notamment l'écriture. Je crois que c'était l'écriture, je ne sais plus. Euh, et elle considérait que l'enfant était trop jeune pour ça. Et du coup, elle avait essayé de la diriger vers absolument autre chose. Elle avait absolument essayé de diriger l'enfant vers autre chose. Sauf que l'enfant, ce qu'il voulait, c'était apprendre à écrire, là, maintenant. Et il avait les capacités pour. Et il l'a fait lui-même, en fait. Il l'a appris lui-même, il s'est débrouillé pour, avec les autres élèves, apprendre, notamment les élèves plus âgés, à avoir justement les outils nécessaires à pouvoir apprendre l'écriture. Alors que l'adulte était parti du principe que non, ça lui était pas accessible. Et elle a bien dû constater son erreur, pour le coup, puisque de fait, l'enfant a appris. Avec ou sans son aide, il a appris. Et c'est bien là où on voit qu'il y a un problème dans notre manière aussi de considérer l'enfant, et là je parle notamment de l'éducation nationale, où vraiment on va considérer que c'est une tête vide, et vas-y, on peut y mettre ce qu'on veut, et on va y mettre ce qu'on veut. Et l'enfant, au final, il a peu de choix là-dedans. C'est hautement discutable, surtout que, on l'a déjà vu par les précédents paragraphes, si l'enfant n'a pas envie, il y a quand même de grandes chances que ça marche pas du coup, qu'il ne retienne pas, qu'il va même freiner des cas de fer, voire même ça va être totalement contre-productif parce que justement il va faire exprès de ne pas apprendre parce que vous l'avez dégoûté en voulant absolument lui introduire ces idées-là, ces notions-là, cette vision-là. Et ça c'est quand même assez incroyable qu'encore aujourd'hui, on s'en bat les reins dans l'éducation nationale, quand tu vois notamment ce que nous sort Blanquer sur l'éducation. Oh,
tu deviens fou en fait. Tu deviens fou, tu te dis c'est pas possible. C'est une vision qui est au-delà d'être arriérée. Elle est vraiment, mais incroyablement dépassée. La régulation intégrée, flexible, ouverte, autonome. Qu'importe la situation, la personne ayant énormément réfléchi à son rapport au monde, à ce qu'elle adopte ou non en fonction de ses profondeurs personnelles, que sont ses besoins, ses désirs, ses attentes, elle sait s'adapter et choisir dans une nouvelle situation, faire des compromis, savoir désobéir, partir ou résister, même quand il n'y a pas d'échappatoire. Par exemple, même si une valeur comme l'altruisme peut avoir été prescrite à la personne par un agent social signifiant pour elle, ce lien de dépendance à cette prescription est dépassé. La personne a soupesé la valeur altruisme avec tous les autres aspects de sa vie, s'est instruite à ce sujet, a fait des expériences, a analysé ses sentiments vis-à-vis de cette valeur, son interaction avec d'autres, etc. Le premier lien, qu'il ait été très ou peu pressant, hypocrite ou sincère, n'a plus d'emprise. La personne a travaillé vivement à l'adoption personnelle de la valeur et l'entretien, l'a fait vivre vraiment en elle et par elle. C'est pleinement conscient, volontaire, stable dans le temps. Autrement dit, pour la personne qui a une régulation intégrée, faire un comportement intégré, c'est se réaliser soi-même, c'est être soi-même, vivre son existence en propre. Pour tester cette intégration, Legault, Green Demers, Grant et Chung en 2007 ont testé l'autonomie des personnes sur la taxonomie de la SDT. Les personnes devaient auto-déclarer leurs préjugés ou leur absence de préjugés. Ensuite, ils passaient des tests d'association implicite sur les préjugés. Résultat, les personnes les plus autonomes à réguler leurs préjugés déclaraient des préjugés bas, et les tests d'association implicite montraient également qu'elles n'avaient pas de préjugés. Il y avait une grande congruence entre ce qu'elles disaient, leurs résultats prouvant effectivement qu'elles avaient réfléchi et travaillé la question. Étant donné que cette motivation extrinsèque est la plus autodéterminée, la plus réfléchie, mature, autonome, flexible, la plus authentiquement représentative de l'individu et de ce qu'il souhaite, tout en étant un apport fort à la personne et le collectif, les questions qui se posent à présent sont: qu'est-ce qui provoque l'émergence de cette motivation? Comment l'individu se met à la fois à réfléchir, à prendre conscience, décider et travailler à intégrer pleinement les valeurs entre elles? La réponse est la même que pour les autres points abordés par la SDT. Cette personne à la motivation extrinsèque intégrée a été soutenue par un environnement soutenant l'autonomie, c'est-à-dire non contrôlant, et à tous ses besoins fondamentaux. Ryan et Connell, 1989, ont fait passer un questionnaire mesurant le type de régulation des élèves, le SQRA, ainsi qu'un questionnaire mesurant l'autonomie perçue, offerte ou non par leur professeur. Plus les élèves percevaient le climat social de la classe comme soutenant l'autonomie, plus leur motivation était intégrée. Grolnick et Ryan, en 89, ont interviewé des mères et pères sur la façon dont ils motivaient leurs enfants pour les devoirs et les tâches ménagères, donc des actions qui ne sont pas intrinsèquement motivantes. Ensuite, les chercheurs ont observé les familles dans leur quotidien, en mettant leur focus sur l'implication des parents auprès de leurs enfants, les temps qu'ils leur accordaient, l'attention qui était donnée, la façon dont les parents apportaient de la structure, en guidant clairement, et le soutien à l'autonomie. Ce soutien à l'autonomie est prédictif chez les enfants de plus de motivation intégrée, plus de motivation intrinsèque, ainsi que de meilleurs résultats. Les chercheurs précisent que les parents hautement contrôlants étaient si bien intentionnés, même si les résultats étaient bien intentionnés, même si les résultats de leurs enfants étaient totalement contraires à ceux soutenant l'autonomie. S'ils étaient contrôlants, c'est parce qu'ils souhaitaient la réussite de leur enfant à l'école. Les chercheurs expliquent que ces pratiques parentales contrôlantes découlent du sentiment d'insécurité des parents, de leur préoccupation pour l'avenir ou encore de leurs propres rêves inassouvis. Paradoxalement, ce contrôle sape l'internalisation autonome et intrinsèque qui souhaite la réussite, qui soutient la réussite. On peut aussi observer l'internalisation en laboratoire. Deci, Egari, Patrick et Léon en 1994 demandaient aux personnes de faire une tâche particulièrement ennuyeuse, où ils devaient regarder des points lumineux et appuyer aussi vite que possible quand il y avait la lumière. Les chercheurs ont modelé leur explication selon les groupes pour qu'elles soutiennent plus ou moins fortement l'autonomie. Dans le premier groupe, les personnes recevaient une explication valable au sujet de l'expérience. On leur disait que c'était un entraînement potentiel de l'attention. L'expérimentateur reconnaissait également le sentiment d'ennui que provoquait cette tâche. Dans le deuxième groupe, l'expérimentateur appuyait sur le fait que les sujets avaient du choix et qu'ils étaient peu contrôlés. Dans le dernier groupe, l'expérimentateur était contrôlant et directif. Ensuite, tous les participants ont été laissés seuls dans la salle. Ils pouvaient continuer la tâche, mais ils pouvaient aussi lire des magazines laissés à disposition. Plus les participants passaient de temps à continuer la tâche ennuyeuse, plus cela signifiait qu'ils avaient internalisé cette activité non motivante intrinsèquement.
Et effectivement, il a été montré que l'internalisation est la meilleure lorsqu'il y a une justification, que les sentiments d'ennui sont reconnus par l'expérimentateur et que le choix est mis en évidence. Les personnes estimaient aussi la tâche plus utile, avaient plus de plaisir à la faire et se sentaient avoir plus de choix. Cela a été vérifié par un questionnaire. Legault, Gutzel et Inslicht, en 2011, ont réalisé une expérience en laboratoire. Les personnes recevaient une brochure sur l'importance de ne pas avoir de préjugés. Une brochure délivrée à un groupe disait que les personnes avaient le choix d'avoir ou non des préjugés. Une autre brochure délivrée à un autre groupe était au contraire prescriptive et pressante, disant que les personnes devaient être sans préjugés. La dernière brochure ne délivrait pas de message particulier excepté l'information. Les préjugés étaient mesurés. La deuxième brochure, celle contrôlante, a augmenté les préjugés et la première a diminué les préjugés. Ces mêmes chercheurs ont reproduit l'expérience avec d'autres mesures et conditions. Et ils ont confirmé que plus il y a de contrôle, plus les préjugés explicites et implicites augmentent. On peut aussi se demander si l'internalisation est vraiment souhaitable, à la fois pour l'individu qui internalise, mais aussi pour l'environnement social qui vit avec des individus ayant internalisé leur attente plutôt que d'y obéir avec déplaisir. Ainsi, voici un pêle-mêle d'expériences et d'études qui montrent les avantages de l'internalisation pour l'individu et son environnement social. Grenstein et Kostner, en 1996, ont étudié les résolutions du Nouvel An d'étudiants et les raisons pour lesquelles ils voulaient suivre ces résolutions, qui pouvaient être externes, introjectées, identifiées et intrinsèques. Après 2 mois, les chercheurs ont découvert que les étudiants qui avaient des raisons identifiées et intrinsèques plus fortes étaient plus susceptibles d'avoir maintenu leur résolution que les étudiants qui avaient des raisons externes et introjectées plus fortes. Séguin, Pelletier, Hunsley, en 1999, ont évalué les raisons qui incitaient les personnes à adopter des comportements comme le recyclage, la réutilisation d'emballages, l'achat de produits plus écologiques, l'économie d'énergie. Plus les raisons des personnes pour ces comportements étaient autonomes, régulation identifiée, régulation intégrée ou motivation intrinsèque, plus les personnes cherchaient de l'information sur l'environnement et persistaient davantage à effectuer ces comportements. Green, Demers, Pelletier, Ménard en 1997 ont non seulement montré qu'il y avait un lien entre les motivations autodéterminées et les comportements protecteurs de l'environnement, mais que ces motivations se renforçaient à mesure que les comportements à effectuer devenaient difficiles. Dans cette étude, il a été étudié pourquoi des personnes n'essayaient même pas de protéger l'environnement. Elles étaient en amotivation, pensant que ces comportements ne protégeaient pas l'environnement et ou elles ne se sentaient pas capables de les faire. Pelletier, Fortier, Vallerand, Tusson, Brière et Blé en 1995. Plus des entraîneurs pour la nage de compétition soutenaient l'autonomie des nageurs et leur motivation personnelle, plus les nageurs internalisaient et avaient une motivation autonome. Pelletier et collègues en 2001 ont étudié des athlètes et leur motivation. Leur motivation à régulation externe était prédictive d'absence de persistance de l'activité. La régulation introjectée était un prédictif d'une persistance modérée. Seules les motivations autonomes étaient des prédictifs positifs de la persistance dans le temps de l'activité. Ouh. Là, je vais écorcher des noms, je vous le dis. Münster Alvari, Björnbeck et Dessy, 2012A. Si les professionnels de la santé dentaire satisfaisaient les besoins psychologiques fondamentaux de leurs patients, ceux-ci étaient plus motivés de façon autonome pour les soins à domicile. Le soutien des dentistes en conséquence la motivation autonome des patients prédisait plus de comportements en faveur de leur santé. Evans, Bonneville-Roussy, en 2015, en Australie, plus des écoles de musique satisfaisaient les besoins d'autonomie des élèves, plus les élèves étaient en motivation autonome. Ils pratiquaient plus fréquemment avec plus de qualité et une préférence pour les morceaux difficiles. Pas mal, pas mal. Et du coup, on arrive à extension, la soumission à l'autorité, à la réactance et le conformisme. Les extensions suivantes étendent directement les points sur la régulation externe, soumission à l'autorité, réactance, ainsi que les introjections, conformisme, preuve sociale, pression sociale, et vont nous permettre d'entrevoir d'autres portes de sortie vers plus vers plus d'autodétermination, désobéissance. Je suis désolé, je mange vachement mes mots aujourd'hui. Je vous avoue que je suis fatigué, j'ai les yeux qui piquent. Pourtant j'ai dormi, c'est ça le pire, mais genre pas très bien en ce moment, je pense. Je suis assez fatigué, alors que pourtant je pionce. Pourtant je pionce. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas les yeux un peu grave rouges et si ça se voit pas un peu à la caméra. Je vais boire un coup. En tout cas, j'espère que je vous endors pas. J'espère que ça va, je vais vous trouver ça intéressant. Moi, je suis content de lire, hein, donc moi, je passe un bon moment, mais j'espère que vous, je suis pas en train de vous tuer, vu que je vois que le chat ne réagit pas trop.
J'ai toujours peur que vous soyez en train de couler dans un coin de votre siège en vous disant: «Mon Dieu, c'est long», à tort ou à raison. Extension, la soumission à l'autorité, l'obéissance 1000 grammes. Dans les années 60, 1000 grammes élabore une série d'expériences sur la soumission à l'autorité qui feront et font encore grand bruit, car elles suivent un protocole assez perturbant pour les participants et qui, déontologiquement parlant, questionne. En 63, 1000 grammes fait passer une petite annonce dans la presse locale. Celle-ci appelait à participer à une recherche sur la mémoire contre une rétribution de 4,50 $, ce qui est une somme tout à fait correcte pour l'époque, dans l'université de Yale. Les participants étaient accueillis dans un laboratoire par un expérimentateur de 31 ans, froid, impassible. À côté de lui, il y avait un autre participant, un certain monsieur Wallace, homme de 47 ans au visage avenant, sympathique. L'expérimentateur leur explique qu'ils vont tous les deux participer à une expérience sur l'effet de la punition sur l'apprentissage. L'un d'entre eux va jouer le professeur, l'autre prendre le rôle de l'élève. Il y a un tirage au sort pour déterminer le rôle de chacun. Monsieur Wallace est emmené dans une salle adjacente. Il est attaché sur une chaise. On tient à préciser évidemment que, je pense que c'est d'ailleurs le petit 2, c'est pipé, hein. Évidemment, le participant ne sera jamais celui qui va sur la chaise, puisqu'il n'y a pas réellement de choc électrique, en l'occurrence, puisque c'est ce qu'il va y avoir. En fait, c'est forcément la personne qui posera les questions. Ça sera forcément, pour la personne qui est le sujet, forcément celui qui aura le rôle du professeur, systématiquement. Monsieur Wallace, et en fait, c'est un compère qui a pour unique rôle d'être celui qui va jouer de la personne qui reçoit les questions, donc celui qui va jouer l'élève, et qui va du coup recevoir des chocs électriques pour des mauvaises réponses. Monsieur Wallace est emmené dans une salle adjacente. Il est attaché sur une chaise pour éviter tout mouvement excessif durant un choc, dit l'expérimentateur. Puis on lui accroche des électrodes à ses poignets, et on lui pose une crème pour éviter les brûlures. L'expérimentateur précise que les chocs envoyés à Monsieur Wallace peuvent être extrêmement douloureux, mais qui ne peuvent pas causer de dommages irrémédiables. Le participant est installé dans une autre pièce avec un interphone qui permettra la communication avec l'élève. Monsieur Wallace et un générateur de choc gradué de 15 à 450 volts. On y lit choc léger, choc moyen, choc très intense. Et à la fin de la graduation, n'indique qu'un XXX. L'expérimentateur explique le rôle au participant. Une tâche de mémoire où il devra pour l'essentiel lire des listes de mots, et à Monsieur Wallace de retrouver les mots manquants, et punir Monsieur Wallace s'il venait à se tromper dans le rappel de ces mots. On fait tester l'appareil sur le sujet à 45 volts. Monsieur Wallace fera des erreurs, et plus les décharges envoyées fera des erreurs et plus les décharges envoyées par l'expérience augmentent. Attends, il y a une coquille, non? Il me semble que c'est censé plutôt être une phrase qui doit être Monsieur Wallace fera de plus en plus d'erreurs et enfin, plus Monsieur Wallace fera des erreurs, plus les décharges envoyées par l'expédition augmentent. Je pense qu'il manque un plus parce que là comme ça la phrase je trouve qu'elle est pas je pense qu'il manque un mot. Bref, en gros c'est simple hein, voilà, plus il va faire d'erreurs, plus les chocs seront forts et plus évidemment ses réactions vont exprimer de la souffrance. À partir de 75 volts et jusqu'à 120 volts, Monsieur Wallace émet des gémissements de souffrance. À partir de 120 volts, il crie que les décharges deviennent vraiment douloureuses. À 135 volts, Monsieur Wallace hurle de douleur. À 150 volts, Monsieur Wallace implore « Monsieur, laissez-moi partir, je ne veux plus participer à l'expérience, je refuse de continuer ». À 180 volts, il dit « Je ne peux plus le supporter ». À 270 volts, Monsieur Wallace émet un cri d'agonie. À 300 volts, Bot dit qu'il ne fournira plus aucune réponse à l'exercice, donc je pense que c'est Monsieur Wallace. Je pense qu'il y a une coquille. Je pense que c'est Monsieur Wallace dit qu'il ne fournira plus aucune réponse à l'exercice. À 315 volts, Monsieur Wallace rugit de douleur et il demande encore à partir. À 330 volts et jusqu'à 450 volts, on n'entend plus Monsieur Wallace. Les participants interpellés interpellent généralement l'expérimentateur pour demander s'ils doivent continuer ou s'ils peuvent arrêter. L'expérimentateur, toujours impassible, va répondre chaque fois « S'il vous plaît, continuez » ou « Je vous prie de continuer ». Si la personne insiste à nouveau, il répond « L'expérience exige que vous continuiez ». Si la personne insiste à nouveau, il répond « Il est absolument indispensable que vous continuiez ». Si la personne insiste à nouveau, une quatrième fois, il répond « Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer ». Et l'expérience s'arrête si le sujet insiste une autre fois pour partir. Ensuite, il y a un ou plusieurs débriefings avec les participants pour leur expliquer la vraie nature de l'expérience et les accompagner. Au début des premiers émissements de Monsieur Wallace, les sujets rient très souvent. C'est un rire nerveux. Les participants sont ensuite tous extrêmement nerveux durant l'expérience, manifestant de l'angoisse, du stress, de l'anxiété. Parfois, après avoir échangé avec l'expérimentateur, ils deviennent au contraire extrêmement froids, comme lui, et se dépêchent d'envoyer des décharges, voire enguirlandent Monsieur Wallace quand il se trompe.
D'autres sont en colère contre l'expérimentateur, le dédaignent, mais continuent quand même d'envoyer des chocs de plus en plus grands. Ils essayent parfois de tricher en insistant vocalement sur les bonnes réponses pour aider Monsieur Wallace. Dans l'expérience Princeps, en 63, ils seront 62,5% à obéir d'un bout à l'autre, jusqu'au final morbide des 450 volts. 12,5% s'arrêtent à 300 volts quand on entend l'élève quand l'élève entend Monsieur Wallace remuer, du coup. Tiens, décidément, il y a des coquilles ici. Ou c'est moi qui ai du mal à lire les phrases. Mais je pense qu'il y a une coquille. Quand on entend l'élève Monsieur Wallace remuer. Ah oui, parce qu'il est censé être... Non, c'est moi qui... Là, je dis des bêtises. Monsieur Wallace est censé être un élève. Donc, effectivement, la phrase a du sens. Quand on entend l'élève Monsieur Wallace remuer. 20% s'arrêtent entre 375 et 420 volts. Mention danger, choc violent. Le chiffre traumatise. Et beaucoup de chercheurs n'y croiront pas. Ainsi, l'expérience a été beaucoup répliquée à travers le monde et à travers les époques. Mais à chaque fois, il y a un niveau de soumission à l'autorité, d'obéissance destructrice extrêmement dramatique. Il a été testé dans d'autres conditions, afin de voir quelles variables d'expérience pouvaient pousser à tant d'obéissance destructrice. Et parfois, les taux sont bien pires que dans l'expérience Princeps. Si l'expérience se déroule dans un milieu réel, qu'un médecin inconnu appelle un service infirmier et ordonne de donner une dose dangereuse d'un médicament inapproprié et non autorisé dans le service, un médicament et posologie que les infirmiers connaissent bien. C'est important. L'infirmier sait que le dosage de médicament, là, est mortel et contre-indiqué, qu'il ne faut pas le faire. Il sait factuellement que c'est pas bon. C'est très important, encore une fois, parce que si vous avez le sujet qui ne sait pas, on peut pas après dire bah tiens tu t'es soumis à l'autorité alors qu'ils ne savaient pas que ce serait une dose mortelle. Là ils savent que c'est une dose mortelle, ils le savent. Donc ils connaissent bien. Un vrai patient du service, ils sont 95% à obéir. Ce qui veut dire que dans le cas, pour bien expliquer le truc, dans le cas où vous avez un médecin qui demande à un infirmier de donner une dose que l'infirmier sait être mortelle à un vrai patient dans un hôpital, encore une fois tout est conditionné, l'infirmier n'est pas au courant que c'est une expérience, qu'on soit bien d'accord là-dessus, et ce n'est pas un vrai médicament, c'est un placebo, mais pour l'infirmier, il sait factuellement que là, pour lui, c'est un produit mortel, et c'est un dosage mortel qu'on va administrer à un patient. Ils sont 95% à obéir au médecin. Si le médecin dit tu mets le produit, il met le produit. Ce qui est quand même ouf. Encore en milieu plus réel, à l'université, dans le cadre d'un recrutement, ici, les décharges sont remplacées par des humiliations, pendant que M. Wallace essaye de se concentrer sur un test de recrutement et apparaît de plus en plus stressé. Le taux d'obéissance est alors de 91%. Donc là, on n'est plus sur des chocs électriques, on est sur de l'humiliation. C'est toujours pas génial, clairement. Mais bon. Sur un plateau TV, une animatrice à la place d'un expérimentateur fait obéir les personnes, et même plus que l'autorité scientifique. 91% d'obéissance si l'on dit que c'est juste un pilote d'émission. 72% d'obéissance si l'on dit que le jeu va passer à la télévision. Donc là, c'est où on fait croire en fait à des gens que c'est pour une émission de télé, t'inquiète, c'est normal, c'est la télé. S'il n'y a pas Monsieur Wallace et que l'expérimentateur demande au sujet quel niveau de son il est prêt à s'infliger, le maximum étant synonyme d'une perte d'audition, ils sont 92% à vouloir s'infliger le plus gros risque, donc à eux-mêmes. Si l'on mène l'expérience en réalité virtuelle, le taux d'obéissance destructrice sont assez similaires, de 61% à 70%. Si le sujet est informé que M. Wallace a des problèmes cardiaques, l'obéissance reste similaire, à 65%. Donc tu sais qu'il a des problèmes cardiaques, donc potentiellement des chocs électriques, ça peut arrêter son cœur. 65% d'obéissance, toujours. 1% des sujets s'avèrent sadiques, sans ordre de l'autorité, avec la liberté de choisir le volt qu'ils veulent. Ils mettent le maximum d'emblée, contrairement à la majorité qui choisit les chocs les plus bas. Donc voilà, c'est aussi important de notifier ça. Il y a de tout dans l'humanité, notamment il y a des sadiques, donc des gens qui prennent plaisir dans la souffrance d'autrui. Apparemment, du coup, ça s'élève à 1%. Cool. Une expérience dérivée du paradigme de Milgram rappelle particulièrement les méthodes pseudo-libres que nous verrons dans nos confrontations. Glass, en 64. En premier lieu, l'expérimentateur sonde des étudiants sur leurs valeurs. Dans le sondage, il y a un item concernant l'accord ou le désaccord sur le fait de faire souffrir les personnes pour la science. L'échantillon pour l'expérience sera choisi en fonction de la valeur, n'est pas en accord sur le fait de faire souffrir autrui pour la science.
Puis, l'expérimentateur fait une petite réunion avec le participant où on l'étiquette de très mature, avec un sens inné du leadership, avec une structure de la personnalité très favorable. Ensuite, le participant est amené à faire une tâche sans importance avec un autre étudiant, un compère qui sera le futur Monsieur Wallace. Vient ensuite l'étape qui ressemble le plus au protocole de Milgram. Les chercheurs disent aux participants qu'il est le plus à même de jouer le rôle d'un expérimentateur et que Monsieur Wallace sera son sujet. Il précise qu'il est libre d'arrêter l'expérience comme il le souhaite. Le participant doit électrocuter, 100 volts, Monsieur Wallace dès qu'il fait une faute. Il y a 24 chocs. Il n'y aura que 2 personnes sur 70 qui refuseront d'administrer les chocs, malgré le fait qu'ils aient été sélectionnés pour leur valeur de refus de faire souffrir pour la science. C'est bon ça. Enfin c'est bon, c'est intéressant. C'est super intéressant. Ici, on a donc chez les participants des valeurs, revues de faire souffrir pour la science, qui ne sont pas du tout internalisées, sans doute simplement introjectées, parce que cela paraît conforme de penser cela, ou cela fait bien paraître. Il y a également une autorité, qui est beaucoup plus efficace sans être contrôlante, en flattant simplement l'ego du participant, elle réussit à le faire obéir. Elle n'a pas besoin d'être présente, froide ou quoi que ce soit, il aura suffi de nourrir l'estime de soi, l'ego, pour que le sujet abandonne toute valeur, toute autonomie. Les taux sont parfois diminués si l'on change des facteurs liés à l'autorité ou à la vision de la souffrance. Plus on rend visible et proche la douleur de Monsieur Wallace, moins les sujets obéissent. S'il est vu et entendu, l'obéissance tombe à 40%. Si le sujet doit ressangler Monsieur Wallace, l'obéissance tombe à 30%. Ils sont allés loin quand même dans les tests. Après, c'est le principe, mais c'est vraiment, tu testes au point où tu mets vraiment la personne très très mal. Les séances de débriefing, elles doivent être ultra intenses derrière. Parce que pour le coup, c'est traumatisant comme expérience. Parce qu'encore une fois, nous, on a beau savoir, avec le recul, en tant que personne qui lit le protocole, que c'est une expérience, que tout est contrôlé, qu'il n'y a strictement aucun choc électrique ni quoi que ce soit, que tout est une expérience contrôlée pour justement tester ces valeurs-là, tester ces éléments-là. Le sujet, lui, il y croit. Le sujet, lui, pour lui, c'est vrai. Et du coup, ça doit être ultra traumatisant. Et même si à la fin, on te dit, écoute, en fait, c'est du flan, c'est pas une expérience, c'était une vraie expérience, mais c'est pas du tout ce que tu crois. En fait, c'est un acteur, il s'est rien passé, il n'a pas eu de choc électrique ou quoi que ce soit. La personne a quand même vécu ça et ça va rester, ça va avoir des conséquences non négligeables sur le long terme. Donc je pense que les séances de débriefing doivent être extrêmement intenses. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au début du paragraphe, on vous disait, d'un point de vue déontologique, c'est chaud, c'est quand même grave grave chaud, parce que les conséquences sur les personnes peuvent être vraiment dramatiques. Quand bien même la personne, le monsieur Wallace, n'a subi aucun choc, la personne va avoir une estime de soi qui peut potentiellement être fracassée, et fracassée de manière extrêmement durable. Ça peut amener à de la dépression, ça peut amener à énormément de choses. Donc c'est vraiment très 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 chaud. C'est vraiment très 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 chaud. Bref, plus l'expérimentateur s'éloigne, plus le sujet se rebelle. Si l'expérimentateur est absent et qu'il donne ses ordres par téléphone, le sujet ne respecte pas le protocole et lui ment. Il n'inflige pas de décharge à la hauteur de ce qu'il devrait faire. Le taux d'obéissance est alors de 22,5%. Si les instructions étaient données par une bande enregistrée, alors le taux est de 12,5%. S'il y a 2 autorités et qu'elles se disputent, l'un voulant arrêter, l'autre continuer, l'obéissance tombe à 0%. Cependant, dans le paradigme du jeu de la mort par Beauvois, ce conflit d'autorité, une assistance de production arrive, dit que le jeu dérape, n'a aucun effet, l'obéissance est de 74%. Oh, ça c'est fort par contre. Ça c'est fort ça par contre. Parce que ça, Beauvois, je le connais, c'est un auteur que je connais beaucoup, pour le coup. Parce qu'il me semble que ça doit être Jean-Léon Beauvois, si je dis pas de bêtises, ça doit être Jean-Léon Beauvois. Attendez, 11. Ouais, Jean-Léon Bonvoy, ouais. C'est un auteur que je connais bien, que je connais très très bien. D'ailleurs, je crois même que je l'ai vu en cours une fois, si je dis pas de bêtises, parce qu'il travaille énormément avec. Ah putain, j'ai oublié son nom. Oui, c'est bien Jean-Léon. Coucou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Euh, Ah merde, j'ai oublié son nom. On a lu son livre ensemble. D'ailleurs, c'était un livre qui était coécrit avec Jean-Léon Beauvois. Merde, comment il s'appelle mon prof? Attendez, je vais chercher le livre. J'arrive plus à retrouver le nom de mon prof, c'est quand même triste. 10 ans d'études et après tout oublies. Robert Vincent Joule. Putain. Voilà, c'est bon. J'ai retrouvé. Aïe. Et je me fais mal aux pieds, évidemment. Donc,
Joule, voilà. Robert Vincent Joule, donc un de mes anciens enseignants que j'ai eu donc à la faculté d'Aix-Marseille, travaille énormément avec Jean-Léon Beauvois. Et d'ailleurs, le livre qu'on a lu, je crois que c'est le deuxième livre qu'on a lu en live lecture, c'était le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Il est coécrit par Jean-Léon Beauvois et Robert Vincent Joule. Donc pour le coup, Beauvois, c'est un auteur que je connais pas mal, que j'ai beaucoup travaillé parce que c'est le genre d'études que justement j'ai travaillé à l'époque à la faculté. Mais ça vaut que j'avais pas spécialement retenu ce chiffre-là. Mais ça, c'est ouf, hein. Si c'est juste une assistante de production, aucun effet. C'est incroyable. Enfin, c'est incroyable, oui et non, c'est pas si étonnant, mais bon. J'adore son style à l'écrit, mais totalement. Mais pareil, Jean-Léon Beauvois et Robert Vincent Joule, ils ont un style d'écriture qui est incroyable. Il est incroyable. Mais pas que le style d'écriture, même le personnage en aussi, il est oufissime. Je vous avais déjà raconté, pour le coup, ça je l'avais raconté quand j'avais lu le petit traité de manipulation. Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, donc qui est coécrit par les deux auteurs. On l'a acheté à l'époque parce que c'est notre enseignant, donc Robert Vincent Joule, qui nous dit « Vous devez acheter ce livre pour mes cours ». C'est comme ça, vous devez acheter mon livre parce que c'est ce qu'on va étudier en cours et compagnie, donc c'est les théories que vous avez besoin de comprendre, donc vous l'achetez. On l'achète, cours arrive, il est 8h du matin, un petit mardi froid et pluvieux ça devait être quoi? Ça devait être octobre, un truc comme ça. Premier cours avec du coup Robert Vincent Joule, on l'avait jamais vu jusqu'à présent, on a juste reçu le mail qui nous dit vous devez acheter le bouquin. Et il nous regarde et il nous fait bon alors, qui c'est qui a acheté le livre? Donc un amphi de 500 personnes, vous avez peut-être quelque chose comme 450 personnes qui lèvent le bras. Et il fait bah vous êtes tous fait entuber. Voilà. Par contre merci du coup parce que je touche des dividendes donc c'est sympa. Hein. Toi t'es là 8h du matin, tu le regardes, tu fais attends. Quoi? Pardon? C'est quoi le délire? Et en fait, il t'explique pendant une demi-heure que en fait, le respect à l'autorité, ça permet de faire pas mal de trucs. Comme par exemple, si vous avez accordé de l'autorité à un enseignant qui vous dit d'acheter un livre et où pourtant vous voyez que clairement c'est son nom qui est écrit dessus, hein, donc que potentiellement pouvez-vous dire qu'il y a peut-être un truc qui va pas, bah écoutez, vous avez respecté l'autorité en grande majeure partie. Et du coup, vous avez acheté le bouquin et ça ne sert à rien parce que en fait, tout ce qu'il y a dans le bouquin, c'est littéralement tout ce qu'il va vous faire en cours là maintenant et qui va vous donner les diapositives et compagnie. Qu'en fait, littéralement, le bouquin, il ne vous sert à rien, mais vous l'avez acheté. Et toi, t'es là et tu fais ah, ok, cool. Et le pire, hein, c'est que dans la page d'introduction de son bouquin, il y a une mention justement au fait qu'on est potentiellement un élève qui a acheté parce que le prof nous a dit de l'acheter. Je crois que c'est vraiment la page d'introduction, il y a marqué un truc comme ça où il te dit ah si vous l'avez acheté, il y a quand même de grandes chances que vous êtes un de mes élèves. J'ai un souvenir comme ça. Donc vraiment allez voilà, tu vas apprendre la psychologie sociale, tu vas l'apprendre à la dure. T'es là tu fais ah ouais, ok, cool, merci. Quelle joie. Quelle joie incroyable. Mais après, c'est des cours, par contre, qui étaient phénoménales. Les cours de Monsieur Joule étaient oufissimes. Il était vraiment, vraiment super intéressant. Machiavélique au possible, mais vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Mais du coup, forcément, vu que ces cours étaient, comme je l'ai dit, sur notamment la manipulation, la communication engageante, ce genre de choses, forcément, ils nous ont parlé de tout ce qui est les études comme ça, qu'on on est en train de voir de 1000 grammes, et forcément, tu tombes sur énormément de variations. Et c'est vrai que c'est chaud, hein. Et je me rappelle qu'en plus, à l'époque, il avait pourri des élèves, parce que justement, là, si je vous ai fait un point tout à l'heure en vous disant, est-ce que vous prenez conscience à quel point, par contre, c'est horrible à faire vivre à l'élève, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est déontologiquement parlant très limite. Et très limite, ça sous-entend que vraiment c'est plus que limite. Il y avait des élèves à l'époque qui avaient dit mais c'est trop bien et tout, et ils les avaient pourris. Hein. Je me souviens qu'il les a pourris en leur disant mais non, mais vous vous rendez compte de l'horreur que vous faites vivre? Vous vous rendez compte à quel point les gens ils peuvent se sentir mal? À quel point ça peut les amener à la dépression et à d'autres troubles du même genre? Enfin, et vraiment ils les avaient pourris en plein cours en mode mais prenez conscience à quel point c'est horrible en fait. Je fais d'accord, ok. C'était vraiment intéressant comme prof, j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et d'ailleurs je suis dégoûté parce que le peu de temps où j'ai travaillé au laboratoire, il était plus là, il est parti en retraite un an avant. Ma dernière année d'études, il est parti en retraite. Et du coup, quand je suis arrivé pour le labo, il était plus là. C'est triste.
La déception, la déception. Mais bon, c'est ainsi. Mais bon, bref, on reprend. Si l'autorité veut arrêter, mais que Monsieur Wallace veut continuer, l'obéissance tombe à 0%. C'est intéressant. Si l'autorité s'absente, l'obéissance tombe à 28% dans le cadre du jeu de la mort. Si avec le sujet il y a des pairs rebelles, alors l'obéissance tombe à 15%. Si avec le sujet il y a des pairs rebelles... Ah, donc du coup ça veut dire qu'il y aurait plusieurs participants, qui du coup seraient des compères je présume. C'est laquelle d'expérience ça là? Parce qu'il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de référence sur celle-là de dernière mention, tiens, pour le coup. Mais vu qu'on a V6, vu qu'on a V6, est-ce que tu es capable de savoir quelle était? Oui, voilà, c'est qu'il y a des participants qui, du coup, sont des compères, mais qui sont présentés comme des participants avec le sujet et qui, du coup, sont avec lui dans la même salle. Ok, ok, ok. Pendant de nombreuses années, les chercheurs ont interprété cela avec des explications situationnelles. C'était la situation qui provoquait l'obéissance, étant donné qu'effectivement on ne trouvait aucune variable interindividuelle qui était vraiment liée à l'obéissance ou à la désobéissance. Qu'importe leur niveau d'études, leur statut socio-économique, leur genre, leur religion ou autre, cela n'avait jamais de lien avec l'augmentation ou la diminution de l'obéissance destructrice. Plus encore, les désobéissants apparaissaient comme un grand mystère, tant leur explication sur le pourquoi ils ont désobéi varie et ont peu en commun entre eux, n'est pas liée là non plus au genre, au niveau d'études ou à une variable personnelle. La seule explication dans le cadre situationnel qui a été validée concernant leur désobéissance, c'est qu'ils ont interpellé plus vite et plus vivement leur expérimentateur. On est bien là, avec le paradigme de Milgram ainsi que ses répliques, dans une obéissance liée à une régulation externe. Dès lors qu'on retire l'autorité, le taux d'obéissance destructrice chute. Les comportements de désobéissance augmentent. Si l'autorité ne veut plus faire expérience, il n'y a pas d'obéissance, même si M. Wallace réclame de continuer. Tout est toujours lié à la domination d'une autorité, que ce soit sa proximité physique, sa présence, le décor dans lequel elle s'inscrit, c'est la variable qui détermine l'obéissance. Les situations réalistes semblent montrer que c'est encore plus fort en milieu réel, notamment professionnel. L'expérience sur les infirmiers va au-delà d'une régulation externe, étant donné que tous les facteurs générant habituellement peu d'obéissance étaient pourtant présents. Demande par téléphone, médecin inconnu qui ne reste pas pour surveiller, demande insensée, etc. Cela semblait davantage lié à des introjections. Les infirmiers ont expliqué après l'expérience qu'ils s'étaient résignés à obéir sans discuter aux médecins, tant les conséquences de parler avec eux étaient souvent préjudiciables. Ils ont obéi, non par régulation externe, mais par introjection. Ah, c'est vrai qu'elle est comme ça là, c'est vrai. Du coup, l'expérience avec les infirmiers, c'est effectivement que c'est pas un médecin qu'ils connaissent. Je crois qu'il est introduit par un médecin qu'ils connaissent et qui leur dit du coup au téléphone, tu dois, y a tel médecin, tu vas avoir au téléphone, obéis. Enfin, il le présente comme un médecin. Du coup, l'infirmier là au téléphone, la demande c'est, tu vas mettre tel produit dans tel dosage sur tel patient. Qui évidemment est un compère, et encore une fois c'est un placebo, il n'y a pas du tout de substance dangereuse, même si l'infirmier n'est pas au courant. Et du coup, c'est une demande qui se fait uniquement par téléphone, avec une figure d'autorité qui est le médecin, mais qu'il ne voit pas et qu'il ne connaît pas, sur un dosage qu'il sait être normalement mortel, sur un vrai patient, du coup, encore une fois. Et en plus de ça, le médecin n'est pas là, ne veillant pas vérifier. Et pourtant, on a 95% d'obéissance. Ce qui est quand même, encore une fois, assez incroyable. Ce qui est quand même assez incroyable. Dans le jeu de la mort, je suspecte aussi davantage quelque chose d'autre qu'une simple régulation externe. Certains obéissants demandaient s'ils avaient été bons à la fin du jeu. On les voyait entrer dans ce rôle assez stéréotypé du joueur de jeu TV. Ils s'identifiaient à un rôle, à une série de comportements et d'attitudes. Il est difficile de dire si l'on était dans une introjection ou une régulation identifiée fermée au rôle de bon joueur, qui leur faisait ignorer la souffrance de M. Wallace. Mais le fait que l'intervention d'une autorité en conflit n'ait pas donné de résultat semble faire pencher la balance en faveur de quelque chose de plus internalisé que de la régulation externe. C'est intéressant ça en vrai. Et c'est vrai que les rôles, c'est important. C'est vrai que ça joue un rôle non négligeable. Clairement, ça a été dit aussi avant, tu vas faire ce qui va bien paraître, ce qui va bien rendre, et du coup tu vas l'intégrer, et tu vas le faire parce que tu sais que socialement parlant, ça va être bien vu, que dans ce cadre-là, dans cette référence-là, c'est la chose à faire, c'est la chose qui va être valorisée, quand bien même ça soit quelque chose de complètement horrible et inhumain. Si ça va bien dans cette situation-là, c'est vrai que tu peux être tout à fait soumis et sujet à rentrer dans le rôle et de ton bon vouloir en plus de ça. J'ai été surpris par le follow.
Bonjour, hola Coca, bienvenue à toi, tu es désormais une petite fougère qui s'agite dans le vent, et ça c'est beau. Bienvenue à toi sur un live de sciences sociales, j'espère que tu passeras un bon moment parmi nous. Si tu n'es pas là depuis un moment, donc du coup nous sommes en train de lire en toute puissance de Vici Saxo qui est juste dans le chat, en plus forte raison, ce qui est quand même plutôt cool. Vous pouvez accéder d'ailleurs à leur chaîne, à elles et à leur rôle en mettant un point d'exclamation HS. Le rôle des participants à jeu est plus connu aussi que celui de sujet d'expérience, du coup il y a un pattern de comportement associé. Tout à fait, tout à fait. On sait que c'est ce qui est attendu, on sait que c'est ce qui va bien rendre. De toute façon, quand tu regardes les jeux télévisés, c'est aussi la réflexion que tu te fais. Moi je sais qu'assez régulièrement, ça m'arrive de regarder des lives par exemple de Un Créatif. Je sais pas si vous connaissez Un Créatif, c'est quelqu'un qui fait une chaîne YouTube et des lives Twitch sur notamment tout ce qui est marketing et qui dénonce les fonctionnements du marketing, lui-même ayant à la base un parcours de personnes dans le marketing, ce qui est d'autant plus savoureux parce que du coup il s'y connaît bien pour le coup. Et donc il regarde notamment des émissions comme les émissions du jeu de la boîte. Le jeu des boîtes, qui était un jeu qui était présenté par comment il s'appelle, Arthur, donc un présentateur télé français il y a quelques années déjà. Je crois qu'il est plus trop maintenant mis en avant, mais après j'ai pas de télé, donc en vrai si ça se trouve il est à la télé toujours et j'en sais rien. Peu importe. Toujours est-il que du coup, vous voyez justement que les candidats, ils ont des rôles. Et souvent, ça ressort dans le chat, c'est ah bah tiens, ce candidat-là, c'est le stéréotype du joueur comme ça. Et on voit que vraiment, il y a une codification du rôle à avoir dans les jeux télévisés. On sait qu'il y a un pattern de comportement attendu. Et tu vas avoir chacun qui va avoir son petit comportement. Ah bah tiens, lui, par exemple, c'est le punk. Il va être le côté un peu rebelle. Ah bah tiens, lui, c'est le sportif. Ah bah tiens, elle, c'est la meuf fatale. Ah bah tiens, et à chaque fois, tu vas avoir le petit pattern prévu, connu, qu'on retrouve à travers les jeux, en fait, de manière récurrente, avec des comportements tout à fait attendus. Et c'est assez rigolo parce que tu te dis, c'est quand même étonnant que à chaque fois, tous les participants rentrent toujours si bien dans les rôles. C'est étonnant quand même, quand même. Mais en vrai, c'est parce que c'est des patterns de comportement qui sont attendus. Il y a comme un, on va dire un guide, on sait qu'il y a ce genre de comportement à avoir, qu'il y a un rôle à avoir, ils en choisissent un qui leur correspond plutôt, qui n'est pas forcément très éloigné de ce qu'ils veulent, ou qu'ils savent pouvoir faire plutôt bien, et ils vont l'adopter. En plus de ça, on sait qu'il y a aussi les personnes qui vont chercher justement spécifiquement des candidats qui vont rentrer assez facilement dans ces rôles-là, et puis après, la réalisation va aussi jouer sur le fait de mettre en avant tout ça à la télé, mais du coup, nous, en tant que spectateurs, on les voit, et on voit justement ces rôles-là, on les voit, cette manière de fonctionner d'une certaine manière en tant que joueur, d'être le joueur qui est le modèle stéréotypé de tel ou tel truc. Ça se voit, donc forcément, c'est vrai que ça peut... Enfin, forcément. C'est assez logique de se dire que ça peut rentrer en compte. C'est absolument logique pour le coup. Bref, je continue. Cette identification à l'autorité est une explication que rapportent de nombreux chercheurs pour expliquer l'obéissance. Le sujet obéissant s'identifie à l'autorité, obéit à elle pour lui plaire, et inversement, se désidentifie de M. Wallace. Ce qui expliquerait aussi pourquoi le fait que M. Wallace soit annoncé comme cardiaque dans certaines variantes de l'expérience, 1000 en 63, ne change rien à la situation. Ils se mettent dans la peau de l'autorité, ne prennent pas en compte la perspective de M. Wallace, ce qui ressemble davantage à une régulation identifiée fermée. On s'identifie à l'un, à qui on attribue des valeurs positives, mais pas à l'autre, qui est objectivé, voire déshumanisé. Les deux obéissants tiendraient à s'identifier davantage à M. Wallace. Des variables individuelles. À la question de savoir pourquoi des individus obéissent à des ordres destructeurs, l'expérience de Milgram et ses réplications ont révélé des réponses principalement situationnelles. C'était la situation qui faisait l'obéissance, étant donné que les variables socio-démographiques ne semblaient avoir aucun impact sur la diminution ou l'augmentation de l'obéissance. Ces conclusions sont assez rassurantes sur le fait que non, les individus ne sont pas des sadiques. S'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'envoi de choc douloureux à M. Wallace, ce n'est pas un plaisir personnel que de faire mal à autrui pour la plupart des sujets, mais assez fataliste sur comment éviter cela. Si l'on voulait moins d'obéissance destructrice, il s'agirait d'intervenir sur des situations, par exemple en étant une personne qui interfère, un spectateur ou un tiers non passif dans la situation pour délégitimer la tâche destructrice, l'ordre, l'autorité. Ça aussi, c'est assez important aussi de le mettre en avant. On a fait un live il y a déjà, bon, il y a pas mal de temps maintenant, je pense que ça doit remonter à peut-être un an, 6 mois, un an facile. On a fait tout un live justement sur l'état notamment des recherches qui ont été faites en sciences sociales sur est-ce que l'homme est un loup pour l'homme, hein, parce que souvent on vous présente ça, on vous dit ah mais les individus sont des connards, l'humain en lui-même est mauvais, patati patata, hein, toujours ces belles conneries. Puis quand vous creusez un petit peu, vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas des scientifiques et que tout ce genre de propos se font en référence à des travaux qui sont faits par des pas scientifiques, généralement par des philosophes ou des gens qui sont morts depuis 3 siècles.
ce qui est toujours assez rigolo, hein, du coup. Et que par contre, les études qui sont faites en sciences sociales ont tendance à montrer que, bah non, on est plutôt sur un comportement qui est un comportement de groupe, qui peut effectivement y avoir, bien entendu, des comportements, on va dire, négatifs, parce qu'il y en a toujours, hein, ça n'a pas de sens de ne pas en avoir, il y a de tout. Et surtout, selon une personne et selon ce qu'on lui présente, elle peut avoir un comportement positif ou un comportement négatif en fonction de sa propre expérience, en fonction de sa propre vie, en fonction d'énormément de choses. Donc personne n'est objectivement tout le temps mauvais, personne n'est objectivement tout le temps bon, ça n'a pas de sens, c'est profondément stupide que de le croire. Et en plus de ça, on a beaucoup plus de logique de croire qu'on a un fonctionnement altruiste, parce que justement, on est une espèce qui vit en groupe. Enfin, c'est quand même marqué dans notre espèce qu'on est l'espèce humaine qui fait des groupes sociaux et qui fonctionne en groupes sociaux. Si tout le monde était un connard individualiste tout le temps, ça marcherait pas très bien. D'ailleurs, vous le voyez avec le capitalisme. Le capitalisme, c'est un truc où vous êtes censés être tous des gros individualistes connards, et ça marche pas bien. Ça ne marche pas bien. Alors oui, il y a des gens qui sont très très riches, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux. Ça ne veut pas dire que le monde va bien. Ça ne veut pas dire que la société va bien. Ça ne veut pas dire que la plus grande partie de la majeure partie de l'humanité va très bien. Au contraire, on va droit dans le mur. Tout le monde en a conscience plus ou moins. Donc ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas logique du coup de partir du principe que l'humain est fondamentalement une espèce qui est à chaque fois systématiquement une espèce plutôt négative. C'est absurde, ça n'a pas de sens. Surtout qu'encore une fois, les études montrent plutôt l'inverse. Le nombre de sociétés ou de modèles de sociétés, de groupes sociaux où on voit des comportements d'entraide, des comportements altruistes se mettre et apparaître naturellement, laisse plutôt à penser que on est plutôt une espèce qui est sociale, enfin, qui vit en groupe et qui du coup fonctionne avec des fonctionnements de groupe, où elle va s'entraider, parce que c'est l'union qui fait la force, systématiquement, quasiment systématiquement. Donc c'est bien de le remettre aussi en avant, parce que c'est ce que montrent aussi les résultats, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir une prédominance, on va dire, des comportements négatifs, au contraire. On voit que les gens, dès qu'ils ont plus cette injonction par l'autorité, ils essayent de résister, ils mentent à l'expérimentateur. On l'a vu tout à l'heure, il disait très clairement que si l'expérimentateur il n'est pas là, par exemple qu'il est que par téléphone, les sujets ils essayent de mentir, ils essayent d'aider même le compère, ils mettent en place justement des actions plutôt altruistes, quand bien même le cadre de l'expérience n'est pas très altruiste. Ils essayent de faire un petit peu ce qu'ils peuvent malgré l'injonction, pour le coup, qui est plutôt négative. Donc c'est quand même assez important de le mettre en avant, vraiment. Et puis c'est bien aussi de mettre en avant que, du coup, ce qui marche pour casser ces systèmes-là d'obéissance, c'est tout simplement d'avoir quelqu'un qui peut venir à l'extérieur. C'est un petit peu ce que vous avez vu sur une note mécanique. Je vous ai déjà parlé d'une note mécanique qui existe, qui est ce qu'on appelle l'ignorance collective. L'ignorance collective, c'est quand il se passe quelque chose, peu importe. Admettons par exemple une agression, vous assistez à une agression, et en fait personne ne réagit. Personne ne réagit parce que littéralement toutes les personnes sont en train de se regarder les uns les autres, en fait. Et du coup, comme tout le monde se regarde en se disant qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on agit ou pas, mais que personne n'agit, personne n'agit, puisque tout le monde est en train de chercher la réponse ailleurs de qu'est-ce qu'on fait. Par contre, à partir du moment où vous avez une personne qui réagit et qui intervient, tout le monde va réagir, parce que la réponse a été donnée. Et là, c'est un peu un mécanisme un peu équivalent dans le sens où si personne n'intervient, on va continuer dans le système. On bouge pas. Le système dit que ça marche. Le système, en tout cas, marche comme ça. On va continuer. On va pas sortir des clous. De nous-mêmes, on va avoir du mal à sortir des clous parce qu'on a une injonction à l'autorité. Par contre, s'il y a quelqu'un qui vient et qui dit non, non, c'est de la merde, on arrête. Là, on a tout de suite tendance à, en grande partie, à dire ah non, je suis pas d'accord, je vais pas rester avec. Hop. Et il y a un message qui a été auto-mode parce que misogynie. Bah tiens. Et saloperie aussi a été interdit. Pourquoi pas. Ça sert beaucoup aux dominants de croire que l'humain est mauvais. Ça leur permet de continuer des saloperies, parce que l'humain de toute façon serait merdique, donc autant l'exploiter pour ses bienfaits égoïstes, mais tout à fait. D'ailleurs, je tiens à dire que le passage sur le cœur immaculé est incroyablement trop bien. Merci pour ce passage dans le livre, il était excellent, mais c'est typiquement ce que te ressort justement le prêtre. Le cardinal, c'est littéralement ce qu'il te dit, c'est non mais l'humain il est mauvais, il faut être là pour justement être le bon père qui vient les mettre dans le bon chemin, parce que là elle parle de faire des trucs elle-même toute seule, quelle idée, puisque ce sont des humains, elles vont forcément faire des conneries, hein, donc il faut que moi je sois là pour les guider dans la lumière de Dieu et leur dire quoi faire exactement, parce que si elles essayent de faire par elles-mêmes, c'est horrible. Ah, et t'es là, tu fais ah putain. Ouais, ok, si tu veux. Mais les nonnes, mais incroyable, ce passage est incroyable, il est trop bien. Ah, il est vraiment, je pense que pour le coup, ça fait partie des moments dans le livre où ça te file le sourire. T'es juste là et tu fais mais oui,
Oui, j'en veux plus des trucs comme ça. C'est trop trop bien. Le cœur immaculé, c'est la plus belle investigation que j'ai pu faire. Ah mais c'est incroyable, c'est incroyable. Elle est incroyable. Cette partie-là, elle est incroyable. Savoir que ça existe, c'est incroyable. Je trouve ça mais tellement bien. Ça donne tellement ça donne le sourire en fait. Hein, pour le coup, je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. De ouf. Je vais juste finir le paragraphe et puis on va couper la VOD parce que ça fait déjà 1 heure. Si cette propension à obéir est si définitivement ancrée en nous tous, pourquoi est-ce qu'il y a des désobéissants de toutes les expériences et de leurs conditions diverses? Milgram l'avait déjà remarqué et insistait beaucoup dessus. Il y avait toujours une petite proportion de désobéissants. Toujours. Pourquoi et comment? Les facteurs les poussant à désobéir étaient peu clairs. L'étude sur les dispositions à obéir ou à désobéir ont pu éclairer un peu pourquoi les individus ont certaines dispositions poussant à obéir ou désobéir. Voilà, on conclut sur ça pour cette VOD. Petite fougère de YouTube, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous pour cette lecture. Et puis on se dit évidemment à très bientôt pour la suite. Des bisous, ciao ciao ciao.